Alors, toute l'idée maintenant est de pouvoir continuer la discussion. Et pour ça, je vais appeler avec nous Christopher Guérin, qui est le CEO de Nexans, qui est une boîte cotée au CAC 40, qui est spécialisée dans l'électrification, vous nous en parlerez peut-être. Et vous avez développé, Christopher Guérin, un nouveau modèle critiquant le modèle traditionnel des entreprises, en particulier du CAC 40, mais pas que. Vous allez pouvoir nous en parler dans un livre qui s'appelle Pour aller dans le bon sens, et où vous faites plutôt la part belle à la profitabilité. Donc je vous demanderai après si c'est la même chose que la lucrativité dont nous parlait Timothée. Mais d'abord, j'aimerais vous demander de revenir sur ce qui a été dit, parce que dans votre livre, vous écrivez, car j'ai tout petit peu travaillé, je ne fais évidemment pas l'apologie de la décroissance. Est-ce que vous êtes néanmoins d'accord avec certaines des choses qui ont pu être dites pendant les 20 dernières minutes? Ah oui, ben, écoutez, c'est très simple. Si j'utilisais le mot décroissance, vu que je suis au sein d'un Vortex, qui est une entreprise cotée en bourse, et la bourse, les investisseurs prônent l'abondance, prônent la croissance, prônent le toujours plus depuis des années, prônent également les clivages sociaux. Si j'utilisais ce mot-là, ma date limite de vente serait très vite dépassée et je me retrouverais certainement avec Timothée en Corée du Nord. Donc on a changé un petit peu le modèle, on s'est dit, on utilise plus le mot de sobriété. Et c'est vrai on s'est dit, bon, bah, comme on a été éduqué dans une logique où la croissance génère du profit, on a réfléchi avec mes équipes sur comment générer du profit sans croissance. Et c'est le résultat de Nexans en fait. Moi je suis à la tête de Nexans depuis 4 ans et on a réussi à multiplier par 4 les profits sans croissance volumique. On a de la croissance en valeur mais on n'a pas de croissance volumique. Et c'est là où on a essayé de prendre au jeu les analystes financiers qui ont des modèles qui sont purement portés sur la croissance. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 4 ans. Ça gêne parce que je comprends le message de Timothée. Nous, on est la seule boîte cotée, enfin, je pense qu'on est la seule boîte cotée européenne dans l'industrie manufacturière qui n'a pas d'objectif de croissance, ce qui gêne beaucoup d'analystes financiers. Écoutez, on a 2 objectifs, on a des objectifs de profitabilité et on a des objectifs environnementaux. Et nous, la manière dont on va atteindre ces objectifs, c'est notre problème. Mais on le fera sans croissance volumique. Et c'est vrai que ça dérange beaucoup à l'heure actuelle. Mais si j'avais pas de profitabilité, à mon avis, je serais déjà vite dehors. La différence entre sobriété et décroissance, Timothée Paric, comment est-ce que vous l'interprétez? Mais la sobriété, comme elle a été définie dans le GIEC, c'est les pratiques qui vont nous permettre de faire baisser l'usage de l'eau, de l'énergie, des matériaux. Donc là, c'est une interprétation qui laisse un petit peu libre cours à dire oui, mais on peut quand même faire des profits, on peut quand même croître en quantité, en valeur ajoutée, tout en consommant moins de ressources naturelles. Moi, j'aurais préféré qu'on la traduise comme suffisance. Le mot anglais sufficiency. Suffisance, on comprend bien, c'est juste avoir assez. Et donc, la décroissance, moi je pense que si on fait la sobriété, c'est-à-dire la déconsommation et le renoncement de production nécessaires pour donc revenir dans le vert au niveau des limites planétaires, c'est tellement énorme que ça sera impossible d'avoir une croissance de l'économie. Enfin, ça serait contradictoire. C'est un petit peu vouloir freiner et accélérer en même temps. Donc, pour l'instant, le terme de sobriété, je pense qu'il est un petit peu à cheval. Il se concentre aussi trop sur la consommation. Quand je vous dis sobriété, vous allez imaginer, oui, bon, bah, c'est les trucs dans la vie de tous les jours. Mais macroéconomiquement, une économie, elle fait 2 trucs. Production, consommation. Si on se dit, je sais pas, allez, le but, c'est on consomme énormément moins de viande. Mais on continue à produire la même quantité de viande qu'on exporte. On n'a pas résolu le problème. Donc là, en fait, il faut, pour qu'on soit dans une logique de suffisance, on pourrait dire même de post-croissance, il faut qu'on ait sobriété de consommation, on apprend, on simplifie des besoins pour pouvoir contenter avec moins. Et là, il faut que ça se passe avec un renoncement de production. Donc il faut qu'on arrive à avoir un dialogue avec les entreprises, et c'est pour ça que les coopératives multiparties prenantes, ça c'est bien, parce que quand vous avez des représentants des usagers dans votre conseil d'administration, où là on va dire, ah ben là, nous en fait ce produit, le frigo connecté, c'est bon là, il n'y a pas besoin. Trop bien, on ferme la ligne de production frigo connecté. Nous c'est cool, ça a saigné un petit peu nos budgets, on s'enrichit en termes de budget écologique, c'est-à-dire notre capacité à faire d'autres trucs. Et pareil, les entreprises, elles peuvent proposer des solutions pour simplifier des besoins du côté de la consommation. Et là aujourd'hui, pendant ces plusieurs années de transition, on peut avoir un cercle vertueux.
sobriété, renoncement, renoncement, sobriété, pour que ça se stabilise à une économie qui puisse être véritablement soutenable. Ce que j'entends là, ça résonne pas mal, Christopher Guérin, avec ce que vous écrivez dans votre livre. Vous avez réduit vos clients, vous avez réduit les produits que vous leur offriez pour réduire la complexité et donc devenir plus efficace. Est-ce que finalement, vous ne faites pas concrètement de la décroissance? Non, là où je suis d'accord avec Timothée, c'est sur une notion de renoncement. En fait, on a utilisé le Covid comme une vraie source d'opportunité pour changer les choses. On s'est dit, notre empreinte carbone pendant le Covid, je parle de notre société, qui passe 8 milliards d'euros aujourd'hui, a chuté de 20%. Donc on s'est dit comment concilier le fait que notre empreinte ait chuté de 20% de manière subie pour en faire quelque chose de vertueux. Aujourd'hui, on est à moins 30. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour être à moins 30 par rapport à 2019, pas par rapport à 2020 ? On a supprimé 13 000 clients sur 17 000. Donc ça, c'est déjà une forme de renoncement. On a dit, écoutez, le toujours plus de clients va vous générer en fait beaucoup plus de pertes financières. Donc on a, sur 17 000 clients, on en a viré 13 000. On s'est concentré sur 4 000. Et avec les 4 000, pourquoi on a conservé ces 4 000-là ? Déjà parce qu'ils avaient une logique économique qui nous allait bien, et ils avaient surtout une logique environnementale qui nous allait bien. On a supprimé également toutes les ventes qui quittaient un rayon de plus de 800 km de distance par rapport à toutes nos usines de production. Rebasculer les usines en circuit court. Mais par contre, densifier, aller chercher de la part de marché là où l'économique et l'environnemental peuvent être conciliés et convergents. On a fait aussi, c'est ce qu'on décrit dans le modèle, aujourd'hui nos unités sont classifiées dans une logique E3. On montre aux entreprises qu'on peut générer beaucoup de profits sans croissance. Alors le E3, c'est être bon sur l'économique, être bon sur l'environnement et être bon sur l'engagement, sur le social. Mais surtout que ça soit systémique, parce que vous ne pouvez pas être juste bon sur un. Et aujourd'hui, on note toutes nos unités sur ces trois paramètres de manière équilibrée. Et toutes celles qui sont en dehors de ces paramètres, elles se prennent des objectifs environnementaux, sociaux, qu'elles doivent régler très rapidement. L'objectif qu'on essaye de faire passer au niveau des dirigeants, j'adore cette phrase de Voltaire, si on peut retenir ça. Voltaire disait « Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable ». Voilà. On a tous une forme de responsabilité. Et je trouve que, vous savez, je vois l'Assemblée générale qui a eu lieu hier à la salle Pleyel. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. L'âge de pétrole ne va pas s'arrêter par manque de pétrole. Il faut absolument qu'on apporte, au-delà des idées de thèse comme celle de Timothée, des modèles qui rentrent dans la logique financière, qui permettent de continuer à faire des profits tout en allant dans une logique de renoncement ou de décroissance. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir le modèle, parce que sinon, on restera juste en tant que spectateur d'un discours qui ne pourra pas prendre une empreinte sur le quotidien. Et alors, le dispositif au cœur de cette transformation-là, c'est la profitabilité. Est-ce que ce n'est pas la même chose que la lucrativité insoutenable dont parlait Timothée juste avant dans sa keynote ? Non, ce n'est pas la profitabilité, c'est la profitabilité liée au quota carbone. Nous, nos unités reçoivent tous les ans des objectifs de profitabilité et un quota carbone qui baisse de 10% par an, minimum, en fonction de là où elles sont localisées. Et le fait d'avoir cette double contrainte de dire que vous devez toujours être profitable, mais vous devez baisser votre empreinte carbone, et vous n'avez aucun objectif de croissance, on s'en fout de la croissance. Ce n'est pas notre sujet. Vous êtes obligé de repenser votre modèle. Et finalement, elles vont choisir les clients et les produits qui correspondent et qui permettent d'atteindre ce double objectif. Et c'est ce qu'on a écrit là-dessus, et ça fait 10 ans de recherche et 10 ans de boulot de notre côté pour avoir un modèle vertueux qui nous permette d'être encore une boîte qui existe en bourse, parce que sinon on serait vite parti. Timothée, une réaction sur ce modèle-là ? Vous voyez les jeux vidéo, là, où on avance, et à chaque niveau, il y a un boss final qui te permet d'aller au boss d'après. Moi, je pense qu'il faut hiérarchiser ces 3 E. Le triple bottom line et ces approches, en fait, non hiérarchisées, nous ont fait perdre pas mal de temps. Et aujourd'hui, donc, quand vous êtes au cœur de l'entreprise, je pense qu'il y a 3 boss qui sont vraiment dans un sens, dans une priorité particulière. Déjà, il y a celle de l'utilité sociale. C'est-à-dire que voilà, toute entreprise devrait parvenir à identifier des besoins insatisfaits. C'est-à-dire une raison d'être en besoins concrets. Et une stratégie innovante qui permet justement de satisfaire ces besoins. Si vous êtes une entreprise, vous n'arrivez pas à identifier de raison d'être, allez faire quelque chose d'autre. Une fois que vous avez identifié votre raison d'être, ça c'est quelque chose de social, pas d'euros.
on passe au boss numéro 2. Est-ce que vous avez le modèle biophysique qui va vous permettre de faire ça de manière soutenable? Si vous avez une solution pour satisfaire des besoins insatisfaits, trop bien, mais ça va se faire à grands coups de pétrole et de raclage de fonds marins, c'est pas si innovant que ça. Là aussi, vous échouez, vous passez pas le boss numéro 2. Si vous passez le boss numéro 2, vous avez une raison d'être, façon innovante de satisfaire un besoin. Waouh, vous avez un modèle qui permet en fait de faire ça de manière parcimonieuse écologiquement. Et vous arrivez à trouver les fonds en termes de carbone, d'eau, de sol. Vous passez au 3e boss. C'est le boss le plus facile, normalement. Et là, c'est la viabilité économique. Là, on décide des prix, des salaires, on décide des rétributions de différentes parties prenantes, on décide des décisions de quoi faire du surplus s'il y a un surplus. Mais on voit vraiment la hiérarchie ici. Je pense que déjà, si on passait à travers cette hiérarchie, il y a bon nombre d'entreprises qui cesseraient d'exister. Là, on comprend un petit peu l'aspect décroissance. Et ensuite, il y a un autre point. Moi, la profitabilité devient un souci quand c'est l'objectif. Et ça devient l'objectif quand vous avez des acteurs puissants qui attendent un retour positif sur investissement de leur engagement dans une entreprise. Il y a une très belle façon de faire en sorte que ce lien soit rompu, c'est de dire que les profits d'une entreprise ne soient plus appropriables individuellement. Ça s'appelle une entreprise à but non lucratif, ou en France, dans l'économie sociale et solidaire, on a des modèles d'entreprise à lucrativité limitée, où on peut faire en sorte, Patagonia l'a fait de manière tonitruante, pour montrer un petit peu, si vraiment, le but de l'entreprise, c'est de satisfaire une raison d'être, et que toutes les ressources de l'entreprise sont dédiées à cela, et autant légalement s'organiser pour faire en sorte que les incitations financières, qui, on le sait en économie du comportement, sont toujours vraiment très puissantes pour faire en sorte qu'on s'auto-protège de ces choses-là. Donc moi je trouve que j'ai du mal à imaginer d'ailleurs de se dire quelles seraient les limites à ce modèle de dire une entreprise qui ne pourrait pas fonctionner si justement elle disait aujourd'hui moi je vais devenir une coopérative à lucrativité limitée, c'est-à-dire que maintenant mon activité est tellement importante que je pense bénéficier d'une démocratie plus participative, numéro 1, et numéro 2, j'ai peur que la profitabilité devienne une priorité vis-à-vis de la convivialité sociale et soutenabilité écologique, donc je fais en sorte que ça ne puisse jamais être le cas. C'est marrant parce que là, on est d'accord sur le début, on n'est pas d'accord sur la fin. Je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord sur le début. Quand je prends mon exemple, je ne vais pas prendre des exemples que je ne connais pas. Nexans est né en 1872 parce qu'on fait des câbles pour l'électricité. Voilà, sans câble, il n'y aurait pas d'électricité nulle part. Donc, de la génération d'électricité, de la distribution à l'utilisation de l'électricité. On est né avec Edison, Tesla, Westinghouse, tous les pionniers de l'électricité en 1872. On a électrifié les Champs-Élysées pour qu'il y ait la lumière sur les Champs-Élysées. Voilà. Par contre, quand on refait notre histoire, on s'est aperçu que pendant les 80 premières années, on faisait l'électrification, mais on faisait également l'électrification des plateformes pétrolières. Donc on a participé quelque part au monde d'aujourd'hui. Donc quand on a repensé notre raison d'être, on s'est dit, notre métier c'est l'électrification. Donc notre raison d'être c'est électrifier le futur. Mais on dit on a quand même un devoir de réparation parce que notre entreprise a participé au monde d'aujourd'hui, de ce qu'il est. Donc on s'est dit, maintenant on a arrêté toutes les énergies polluantes, de électrifier les plateformes pétrolières, et on a basculé toutes nos capacités sur la connexion de fermes éoliennes en mer, sur les fermes solaires, sur l'interconnexion sous-marine pour aller chercher la puissance des fermes solaires en Égypte, au Maroc, en Israël, et amener toute cette puissance à travers des câbles sous-marins en Europe, qui sont en fait des alternatives aux pipelines de gaz, et on s'est mis dans cette logique-là. Donc ça, c'est le premier point. C'est la raison d'être, et puis surtout la stratégie qui est associée par rapport à ça, parce qu'il faut qu'on soit droit dans nos bottes pour avoir une logique soutenable de notre manière de travailler. Après, on est rentré dans cette logique de sobriété que j'ai détaillée. Mais ce qui est important quand même globalement c'est qu'il faut absolument qu'on rentre dans une économie régénérative. Nous, on a la chance, et ce n'est pas le fruit de toutes les entreprises, c'est qu'on a une matière qui s'appelle le cuivre. Le cuivre conduit l'électricité, il est recyclable à l'infini. Donc ça, c'est une formidable aubaine pour nous. Et aujourd'hui, on a classifié nos clients, on leur a dit à nos clients, c'est simple. Il va y avoir une pénurie de métaux précieux et non précieux, métaux rares, comme le lithium, comme le cobalt, comme le cuivre, comme l'aluminium, parce que tout le monde veut tout en même temps.
Tout le monde est en train d'électrifier, refaire les réseaux électriques et repenser son modèle économique des énergies fossiles vers renouvelables. Donc on va manquer de cuivre. Donc on rentre dans une logique d'économie régénérative. Là, le message qu'on a fait passer à nos clients, c'est que comme il va y avoir pénurie, tant mieux pour nous, on ne servira que des clients qui sont dans une logique d'économie circulaire, parce qu'on leur dit « ramenez-nous vos déchets ». Aujourd'hui, tous les déchets partent en Chine. Les Chinois récupèrent tous les déchets du monde, notamment sur la partie métaux, parce qu'ils savent qu'on va manquer de matières premières. Donc on fait passer un message d'économie régénérative, on leur dit « écoutez, la pénurie arrive, on ne servira dans les prochaines années uniquement les clients qui rentrent dans cette économie circulaire et qui nous ramènent les déchets. Parce que vos déchets d'aujourd'hui sont votre croissance de demain. » Je pense qu'il y a des modèles qui sont possibles et qui sont viables aujourd'hui. Si je transforme Nexans en société cotée, en coopérative, j'aurais pu les investisseurs qui nous soutiennent, j'aurais pu toutes les idées et au moins les médias pour porter ces bancs de parole. Et malheureusement, on va disparaître des limbres du monde de l'économie. Et alors, sur le deuxième point de Timothée, sur le partage de la valeur, quand on a un tel objectif de sinon soutenabilité, au moins de s'insérer dans les limites planétaires quand on est une grosse boîte, qu'on a nécessairement les obligations que vous venez de décrire, comment est-ce qu'on s'organise? C'est le plus dur. Actuellement, je pense que c'est là où le clivage est le plus important. On arrive à faire passer le message auprès des investisseurs que profitabilité et réduction de l'empreinte carbone peut fonctionner, même si c'est assez novateur. Sur la partie sociale, la distribution des richesses, là, il y a encore un clivage très très important. Nous, on travaille beaucoup avec nos actionnaires pour aller dans le bon sens. On essaye de quitter un peu cette ambiance de capitalisme carbonifère et en fait de profit non distribué pour aller dans un monde un peu plus inclusif. On n'a pas la recette encore. On prône, on change les méthodes, on essaye d'apporter des nouveaux modèles. Il y a beaucoup de réactions côté actionnarial, mais on prône la bonne parole. L'avantage, quand vous êtes une société cotée, c'est que tant que vous faites de la profitabilité, même si vous la faites sans croissance, vous êtes écouté. Le jour où vous ne faites plus de profitabilité, en tout cas, la direction est dégagée. Et c'est ce qu'on essaye de pousser aujourd'hui à travers le modèle qu'on décrit dans le livre. Une dernière question avant qu'on puisse passer la parole au public, pendant que j'essaie de ne pas m'étouffer sur scène. Préparez vos questions parce qu'on va... C'est la croissance. C'est ça, c'est la croissance, je me dis c'est pas possible. Préparez vos questions, on va vous faire circuler très rapidement des micros pour que vous puissiez les poser à nos intervenants. Dernière question sur les indicateurs. Donc vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes cercles économiques. Vous, Timothée, plutôt macroéconomie, vous, Christopher, plutôt microéconomie. Oui. Est-ce que néanmoins, alors pour vous Timothée certainement, mais est-ce que vous, Christopher, vous avez une opinion sur le PIB? Encore une fois, je cite votre livre. La croissance n'est pas un but mais un outil au service des profits. En faire un objectif ultime, c'est se tromper de combat, c'est accepter la primauté de l'indicateur sur le résultat. Est-ce que l'indicateur PIB, il est encore pertinent aujourd'hui? En fait le problème, il est systémique parce qu'on parle de problématiques économiques, on parle de problématiques environnementales, on parle de problématiques sociales et on est dans un monde hyper complexe et on est dans un monde en permacrise aujourd'hui. La problématique de beaucoup de sociétés, c'est qu'avant les crises étaient en séquence, maintenant elles s'empilent. On a des crises géopolitiques, on a des crises sanitaires, on a des crises sociales, on a des crises économiques, on a des crises cybernétiques, on a des crises tout le temps. Alors permacrise, c'est un oxymore, mais on doit vivre dans ce monde-là. Et dans un monde complexe, aujourd'hui, on cherche des solutions simples. Et souvent, la solution, c'est l'indicateur. Et moi, je me bats contre ces indicateurs simples. Je pense qu'il faut qu'on repense des modèles dans leur entièreté. On a discuté avec HEC, avec qui on a fait un partenariat pour une chaire sur le climat. On lui dit, bon ben voilà, maintenant, moi, je veux un professeur qui va nous aider à améliorer encore notre modèle, mais qui pense économique, écologie et social. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des profs d'éco, il y a des profs en sustainability, il y a des profs en social, mais il n'y en a pas. Donc je pense qu'on a un sujet de systémie. Quand vous regardez le ESG européen, on a besoin de régulation. Mais aujourd'hui, c'est 1500 labels. On collectionne les labels comme des magnets sur un frigo. C'est 2000 indicateurs. On ne va pas y arriver comme ça. Ce qu'il faut, c'est réapprendre à travailler différemment. Le moins égale plus, c'est ce qu'on explique. Moins de clients, moins de croissance, peut générer plus de profit parce que le fait que vous réduisiez la complexité de ce que vous faites tous les jours dans une logique d'économie régénérative peut aller dans le bon sens. Et c'est ce qu'on prône aujourd'hui chez Nexans. Timothée Parek sur les indicateurs. Bon, déjà, le premier grand indicateur alternatif au PIB, c'était 1972. Depuis, on a eu une floraison. Il y a des listes magnifiques. Donc moi,
La question des indicateurs, c'est toujours un petit peu la salle d'attente du changement. Tu arrives, tu demandes un truc vraiment réel, on voudrait un changement de la façon dont on produit, du partage de la richesse, du partage justement du pouvoir au sein des décisions d'investissement et de contrôle des entreprises. Et là, on vous dit, pas de souci, restez là, on va vous faire des nouveaux indicateurs. Exactement. Aujourd'hui, en fait, on est 50 ans après donc 1972, le premier indicateur au PIB. On est genre vraiment à quelques mètres, là on arrive à percevoir de manière très granulaire le mur dans lequel on va s'enfoncer à pleine vitesse. Et là, tout de suite, on continue à nous dire, enfin là j'étais au Parlement européen et beaucoup en parlaient, oui on vous entend, le PIB a beaucoup de limites, blablabla, il va falloir trouver d'autres indicateurs. En fait c'est bien, oui il faut le changer de logiciel, mais ce serait pas mal aussi de freiner pour éviter le mur avant de se le taper. Donc il y a cette histoire, les indicateurs vont pas suffire et surtout on n'a pas besoin d'indicateurs ultra précis, enfin tout est là. C'est-à-dire que tout est là. Comptabilité, que ce soit microéconomique, comptabilité nationale, vraiment là, même s'il n'y avait plus un économiste en vie, à partir de demain, en faisant regarder un petit peu ce qui se fait, on arriverait à faire mieux. C'est pas faux. Sans problème. Et un autre point, et là j'utilise ma carte Joker, j'en ai pas, mais J'y attendais, je me disais, waouh, un peu j'aimerais bien avoir une carte Joker qui avait marqué « Je suis macroéconomiste », placement produit. Ma carte de macroéconomiste. Alors, c'est-à-dire à l'échelle d'une entreprise, donc j'entends, et je pense que tu as complètement raison, le risque, c'est que les investisseurs, ils vont partir. Oui. Si d'un coup, on leur dit, voilà, moi je deviens une coopérative à lucrativité limitée, même votre argent va être trop bien, donc vous aurez plus de retour positif ou pas aussi positif que vous aviez avant, Oui. aussi positif que la compétition, mais vous allez participer à une mission super chouette. Bah, les gens, ils sont pas, la plupart des investisseurs sont pas là pour les croissants gratuits au conseil des... Bon, ils se cassent, quoi. Vous n'êtes pas des investisseurs comme les autres. Alors, Mais ils n'ont pas tous pris un croissant non plus. Donc, Dénoncez-vous, il en reste peut-être. mais quand on fait de la macroéconomie, le truc c'est que en fait, cette logique, ça marche bien, mais donc imagine, au conseil d'une entreprise, d'accord, ça veut dire qu'il faut que je continue à faire de la profitabilité, la compétition, on va essayer de faire plus pour attirer les investisseurs, on sera toujours en survie à faire cette espèce de rat race pour avoir le plus profitable. Le problème, c'est que macroéconomiquement, on se rend compte, la profitabilité, la lucrativité se fait souvent sur le dos des choses gratuites. La nature, c'est le truc gratuit ultime. Les externalités négatives, la pollution, ces choses-là, ça fait partie d'énormément... Enfin, c'est pas un magique que les secteurs les plus polluants sont aussi les investissements les plus lucratifs. Genre, les énergies fossiles fait partie vraiment des investissements les plus lucratifs dans l'histoire du capitalisme, parce que on prend un truc qui est gratos dans un buffet à volonté, et en plus, on dézingue le climat sans payer les réparations. Donc là, je pense dans tous les cas, dans une économie qui serait vraiment, véritablement écologique, il n'y aurait pas autant de profits qu'on a eu dans notre économie linéaire et polluante. Et je me dis aussi, et là je vais être un petit peu plus radical, c'est pour ça que je baisse un petit peu ma voix pour pas trop vous choquer. En fait, aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait une poignée d'investisseurs qui décident quoi produire dans un pays aussi grand que la France ou même que n'importe quel pays. En fait, la production, quoi produire, comment produire, quel volume, ça devrait être presque un choix citoyen. C'est pas normal que le seul choix qu'on ait, c'est quand je vais dans mon supermarché, d'acheter coton-tige numéro 1 ou coton-tige numéro 2. Non. Alors que si on avait... Ce qu'il nous faut, c'est une démocratisation de l'investissement, donc un meilleur partage des richesses, pour faire en sorte justement qu'il cesse d'exister la pression de ces minorités possédantes qui peuvent faire « Ah ouais, tu veux faire ça ? Moi, je retire mon argent. » Enfin, je veux dire, c'est quoi cette prise d'otage ? Ah ouais, tu veux lutter contre le changement climatique ? Moi, je retire mon argent. Enfin, c'est ultra bizarre. Donc là, ça sera ma punchline, hein, et c'est pour ça que c'était l'une des grandes propositions au cœur de la... Enfin, quand on fait des scénarios de décroissance, on se rend compte dans tous les cas que rien ne marche si on n'arrive pas à démocratiser ces grandes prises de décision économiques, et ça veut dire un partage beaucoup plus équitable des richesses. je suis d'accord, mais laisse-moi, parce que on prend toujours l'exemple du pétrole. Je vais donner une injonction très contradictoire. Je vais te parler du véhicule électrique. Tu vas dire, le véhicule électrique, c'est de l'énergie verte. J'étais au Chili il n'y a pas longtemps, j'ai visité les mines de cuivre. Un véhicule thermique aujourd'hui consomme 7 millions de tonnes de cuivre, enfin au total, l'automobile thermique consomme 7 millions de tonnes de cuivre par an. Le véhicule électrique va en consommer 2 fois plus. Plus le lithium, plus le cobalt.
J'ai visité une mine de cuivre et j'ai compris que pour 1000 tonnes de roches extraites par jour, 5000 litres d'eau consommée, on extrayait 9 kg de cuivre. En fait, quand tu repenses un véhicule vert pour notre quotidien, on dit bah tiens, je fais quelque chose de bien pour la planète. Quand tu repenses tout l'écosystème en amont et tout ce que tu vas devoir extraire pour rendre ta vie verte, je pense que le sujet, il n'est pas de rester, de cliver pétrole. Je ne suis pas un actionnaire de Total, mais ce n'est pas de prôner le pétrole face au véhicule électrique. Le véhicule électrique a une forme de pollution, mais en amont que personne ne voit. Et il y a un moment donné, il va falloir qu'on réconcilie un peu qu'on a l'air un peu inconciliable. Et il y a beaucoup de sujets qui sont comme ça aujourd'hui, où l'économie verte génère énormément de pollution. Donc c'est pour ça qu'on essaye de prôner le recyclage des déchets, de repenser un peu le modèle de décroissance, mais de manière un peu plus positive. Une réponse rapide, Timothée, en 30 secondes, si vous voulez, ou sinon on passe aux questions, et Moi, probablement j'aimerais bien qu'on qu'il y pourrait ait du revenir. temps pour les questions du public. On aura le temps. Et moi, je suis d'accord. Hein. C'est pour moi la voiture la plus soutenable en tant que macroéconomiste écologique, c'est la voiture qui n'existe pas. Hein. C'est le vélo ou la marche. Donc je suis complètement d'accord. Mais sur le marché de l'automobile aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas ces espèces d'immondices de voitures surdimensionnées électriques qu'on voit partout sur les pubs si on n'avait pas des entreprises à but lucratif. Enfin, je veux dire, personne n'aurait jamais pensé anthropologiquement se dire moi je vais conduire une voiture de 2 tonnes dans Paris. Enfin, je veux dire, ça n'aurait jamais existé. Ça, en fait, c'est le produit parfait d'un système où toutes les incitations financières sont alignées et on ne se pose plus vraiment la question de ce qu'on produit, mais on essaie juste de se concentrer sur la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, moi, les questions. Les questions. Les questions. Il faudra une question sur la valeur ajoutée, parce que là, je sens qu'on a eu un sujet qui n'a pas il a lancé le thème là. qui n'est pas sorti.